Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, collègues. Je suis Michael Pecot, je suis vice-recteur responsable des relations avec les diplômés et à la philanthropie ici à l'Université de Montréal. Il me fait un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Permettez-moi de commencer par un rappel qui, vous allez voir, fait écho à cette soirée. L'Université de Montréal reconnaît qu'elle est située en territoire autochtone non cédé par voie de traité. Elle a donc une pensée pour ceux et celles qui, depuis de temps immémoriaux, ont été les gardiens traditionnels. Leur contribution majeure à la culture de nos sociétés est une inépuisable source d'inspiration. Et en fait, la cause qui nous réunit ce soir en est le meilleur exemple. Les communautés autochtones la connaissent bien et sans doute mieux que nous. L'interconnexion de la santé des humains, des animaux et des plantes et de l'environnement constitue l'un des fondements de leur culture. L'initiative Une seule santé vient raviver, régénérer cette approche du vivant que nous avons eu le tort de sous-estimer. Une approche du vivant où le monde s'envisage comme un grand tout, où l'humain n'est pas supérieur aux autres entités de la nature, où toutes ces entités dépendent et s'influencent les unes les autres. Les multiples répercussions des crises climatiques, environnementales et de la biodiversité nous ont douloureusement rappelé cette réalité. L'approche holistique et transversale d'une seule santé est l'une des réponses à la gravité de la situation. Et l'Université de Montréal fait partie des chefs de file qui portent cette réponse partout dans le monde. Il faut dire qu'on trouve dans nos murs une combinaison unique de compétences de toutes les disciplines de la santé. Un alliage de savoir-faire qui nous permet de donner l'exemple de changer la donne. Pourtant, chers amis, toutes ces prodigieuses expertises ne résoudraient rien si elles ne communiquaient pas. Et c'est là que l'UDM se distingue encore plus. L'approche interdisciplinaire chère à Une seule santé est inscrite dans notre ADN. Mais avec la grande campagne « L'heure est brave », nous pouvons pousser notre avantage encore plus loin. Nous voulons nous donner les moyens de nos ambitions. Et pour vous le prouver, je voulais vous en parler de concret. Je voulais prendre un exemple pour vous montrer comment Une seule santé va nous permettre de mieux nourrir, de mieux protéger, de mieux s'outiller, de mieux planifier et mieux vivre dans le monde de demain. Mais comment faire ressortir un projet en particulier quand on essaie justement de redéfinir tout un système? Dans quelques minutes, nous allons parler de sujets capitaux comme les zoonoses, la santé urbaine, les contaminants, la résilience des systèmes alimentaires, des sujets à l'interconnexion de toutes les sphères du vivant et qui sont eux-mêmes interconnectés, en fait, entre eux, les uns et les autres. Et au fond, c'est d'abord ça, une seule santé. Sortir de notre zone de confort, penser en synergie, croiser les notions d'aménagement, d'écologie, de virologie, de réchauffement climatique et d'autres encore. On en a bien conscience, c'est quand même assez ambitieux, mais il en va des initiatives portées par Une seule santé. Comme tous les projets de notre grande campagne, nous avons choisi de les faire non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Au fond, c'est un peu le message de notre vidéo de campagne que voici. Le monde est dans un état critique. Changement climatique. Dérive démocratique. Maladie énigmatique. Et que dire des crimes informatiques? Des technologies chaotiques. Des inégalités pas trop tard pour en... Stop! Les défis de l'heure ne nous font pas peur. Face aux grands enjeux, nous grimpons d'un cran. Et à celles et ceux qui disent que l'heure est grave, Nous répondons, l'heure est brave. Bravo. Avant de passer la parole aux représentants de la Banque nationale, notre partenaire et présentateur de l'événement, je voulais quand même avoir un mot pour tous nos bénévoles de la grande campagne qui sont parmi nous ce soir. Oui, on avait fait le choix de la difficulté. On a fait le choix de la difficulté parce que c'est notre rôle comme université, mais vous, bénévoles, nous vous rendez les choses infiniment plus faciles. On ne peut jamais vous remercier assez pour votre implication et pour l'appui que vous nous apportez. Mais puisque l'occasion m'en a donné ce soir, merci. Merci beaucoup de votre implication avec nous dans cette grande aventure. Je cède maintenant la parole à Angelo Marinos, directeur à la Banque nationale.
Merci, Michael. Merci. Bonsoir à tous. La Banque nationale est très heureuse d'être partenaire avec l'Université de Montréal et d'être ici ce soir pour la conférence Une seule santé. On est fiers de s'associer à cette initiative reflétant notre engagement à soutenir des actions collectives qui favorisent des solutions durables et responsables. Nous croyons que la santé financière de la société est intimement reliée à la santé dans le sens large. La santé financière souvent amène des enjeux qui amènent des problèmes de santé mentale, de santé physique. Donc, très, très heureux de vraiment cette conférence ce soir. Ça rentre vraiment dans nos valeurs de la Banque nationale. Je suis très fier de représenter la Banque nationale et avec mes collègues, avec mon équipe de la succursale sur Côte-de-Neige, on est, au fil des années, on a accompagné nos clients à réaliser leurs projets, mais aussi à réaliser et à les accompagner à travers des enjeux difficiles qu'ils peuvent subir durant leur cycle de vie. En terminant, j'aimerais profiter de l'occasion de souligner le travail du comité organisateur. Sans ceux et celles, cette soirée ne serait pas possible. Et à vous, présents ce soir, je vous souhaite des rencontres fructueuses et la meilleure des réussites dans vos projets. Merci beaucoup au nom de la Banque nationale et bonne soirée. Merci beaucoup, Angelo, et merci encore à la Banque nationale de votre soutien pour la réalisation de cette soirée. Laissez-moi maintenant vous présenter celle qui va vous accompagner tout au long de cette conférence, votre animatrice de ce soir, Mme Marie-Josée Hébert. Marie-Josée est néphrologue, transplanteuse et chercheuse au CHUM, professeure à la Faculté de médecine et titulaire de la chaire Shire en néphrologie et en transplantation et régénération rénale. Ces travaux ont notamment permis de découvrir de nouveaux mécanismes impliqués dans le rejet d'organes greffés. C'est tellement compliqué, j'ai comme la misère, imagine. D'organes greffés et l'insuffisance rénale chronique. Mais elle est aussi vice-rectrice à la recherche, à la découverte et à la création et à l'innovation à l'Université de Montréal. À ce titre, elle a joué un rôle central dans la mise sur pied de grandes initiatives intersectorielles de recherche comme IVADO, le MILA ou encore le Consortium Santé numérique. Autrement dit, la synergie, la collaboration, la transversalité, tout ce qui est au cœur de sa santé, elle le connaît bien. Marie-Josée, à vous la parole. Merci beaucoup, Michael. Alors, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous ce soir puis de vous voir si nombreux avec nous au niveau du panel. Et puis moi, je me sens absolument privilégiée d'être entourée par vous tous que je connais. Et c'est ça qui est tellement le fun dans le job d'une vice-rectrice. C'est de rencontrer à tous les jours des gens qui viennent de trajectoires différentes, qui sont brillants, qui sont passionnés, qui sont ouverts, puis à l'Université de Montréal, qui ont le goût de travailler ensemble. Alors, ça n'a pas été un travail trop compliqué les 10 dernières années. Heureusement, parce qu'il y a pas mal d'affaires qui nous ont compliqué la vie dans les 10 dernières années. Une certaine pandémie, hein? Est-ce qu'on a le goût de s'en souvenir? Non, mais souvenons-nous de comment on se plaçait. Puis moi, j'aimerais raconter une petite histoire que je partage particulièrement avec Sébastien Sauvé, ici, qui était vice-doyen recherche à la FAS durant la pandémie. Moi, j'étais vice-rectrice à la recherche. Puis, comme Michael l'a mentionné, tous mes patients, moi, sont des immunosupprimés. Ils sont des greffés rénaux, particulièrement à risque de développer des complications de la COVID. Puis tu te souviens, Sébastien, premier été, où est-ce que là, on était dans tout le monde devrait porter des masques et puis on arrête de vivre. Et puis, je faisais ma vie de vice-rectrice, puis après ça, j'allais voir mes patients au CHUM, et puis je savais aussi combien quand ils étaient rendus aux soins intensifs. Moi, j'ai été formée donc comme médecin, puis on a toujours appris, la santé humaine en premier.
Je voulais que tout le monde porte des masques, tu t'en souviens, hein? Et Sébastien avait osé me dire, oui, mais ils sont pas recyclables, les masques. Avez-vous pensé à ça? Là, au début, c'était comme, à quoi? Ils pensent, non, mais là, j'ai mes patients qui m'appellent, puis ils veulent savoir si les masques sont recyclables. Mais en fait, Sébastien, tu avais tellement raison. Parce qu'en fait, à un moment donné, on se rend compte avec une seule santé que je ne serai jamais capable de traiter mes patients si le monde dans lequel on vit, il n'est pas en santé. La santé ne nous appartient pas comme individu, mais bien comme quelque chose qui est un bien commun puis qui doit se vivre à l'équilibre. Et que si pour être en santé comme une composante du système, on rend tout le reste malade, on peut pas gagner. Puis j'ai commencé à porter attention quand je me suis fait vacciner, à me rendre compte de tous les déchets médicaux qu'on génère quand on se fait vacciner, quand je fais tellement plus attention. Alors, je me suis peut-être fâchée contre toi, Sébastien, mais tu as changé ma manière de voir les choses et ma profession. Et ça m'a aussi amené à travailler avec plein de monde, mais je vais vous parler de Luke Stafford, qui est vice-recteur adjoint, qui pilote l'initiative Une seule santé, puis qui est prof au département de physique. Alors, vous pourriez peut-être vous demander, mais pourquoi tu es allé chercher quelqu'un qui a rien à voir avec une faculté de santé? Mais c'est parce que, justement, ça nous concerne tous, quelle que soit notre perspective. Et puis, donc, un grand merci à Luc, puis à Nicolas Massia, juste à côté, qui pilote l'initiative Une seule santé, puis qui amène l'ensemble des facultés de l'Université de Montréal, l'ensemble des profs, des équipes de recherche qui ont le goût de travailler ensemble, que ce soit dans le domaine de l'antibiorésistance, du développement environnemental, des contaminants, de la nutrition, à se poser les questions, mais dans une vision qui est plus large que la petite facette que nous, on peut explorer, puis à l'aborder d'une manière qui nous fait tous grandir, pas seulement chacun d'entre nous. Michael a brûlé plusieurs de nos punchs, mais c'est pas grave, on va pouvoir les approfondir parce qu'il a parlé de l'importance de travailler ensemble parce qu'une seule santé, c'est ça aussi, c'est de travailler différemment, en partenariat, en collaboration, en ouverture avec les communautés, quelles qu'elles soient, dans le milieu urbain, dans le milieu rural, communautés autochtones, et d'apprendre, nous, de pouvoir être ouverts et apprendre de ces expériences qui viennent d'une diversité de perspectives. Et puis, j'espère que vous allez sentir le momentum qu'il y a du côté de l'Université de Montréal. Moi, je suis tellement fière de vous tous ici, puis d'être une petite partie de cette histoire-là, parce que je sens qu'il y a des acteurs, des actrices qui sont non seulement engagés, mais comme on dit en anglais, you walk the talk. Hein. C'est pas seulement de parler de ce que ça veut dire pour vous, mais c'est vraiment d'incarner comment on peut le faire différemment. Et puis, j'ose espérer que ce soir, on va être capable de parler de ça. Des thèmes dont Michael a parlé, là, réduire les risques de maladies infectieuses transmissibles, par exemple, par l'éthique, rendre les systèmes alimentaires plus durables, plus équitables, comprendre les dynamiques urbaines, leurs impacts sur la santé des populations, les inégalités sociales, trouver des solutions face aux contaminants émergents et bien d'autres. Alors, sans plus attendre, je vous les présente. Alors, un de mes plus grands accomplissements comme vice-rectrice à la recherche a été de pouvoir maintenant prononcer son nom de famille sans trop bafouiller. Alors, Cécile Annie Zenslin. Quand je ne regarde pas, je suis capable de le dire. Alors, Cécile Annie Zenslin est professeure agrégée au département de pathologie et microbiologie de la faculté de médecine vétérinaire. Elle est vétérinaire et épidémiologiste. Ses travaux se concentrent sur le développement de l'évaluation des interventions, programmes et politiques qui appliquent une approche Une seule santé pour la prévention et le contrôle des maladies zoonotiques telles que la maladie de Lyme. Alors, Cécile, vous allez tous savoir ça, là. Quoi, pourquoi, comment? C'est quoi pour toi l'approche Une seule santé? Mais pourquoi c'est important? Puis juste un petit exemple de comment ça s'est incarné dans tes projets de recherche.
Ben oui, ça me fait plaisir. Bonjour, bonsoir plutôt tout le monde. Donc, comme Marie-Josée l'a dit, moi, je suis vétérinaire de formation. Donc, le quoi, pour moi, c'est quoi une seule santé? Ben, j'aime beaucoup le décrire tout le temps comme à la fois une vision, un objectif commun, puis une approche. Donc, pourquoi une vision, un objectif commun? C'est vraiment parce que cette approche-là reconnaît l'interdépendance entre la santé des humains, des animaux, des plantes, des écosystèmes et vise à rééquilibrer finalement ces santé-là pour le bien commun et une santé durable à plus long terme. Et pourquoi une approche? C'est que si on veut arriver à faire ça, finalement, on a besoin de changer nos façons de faire. On a parlé de communication, on a parlé de collaboration, mais aussi toute l'idée d'une pensée systémique, hein, d'aborder le système plutôt qu'un petit point dans la chaîne sur lequel on est surspécialisé. Donc, c'est sûr que pour moi, comme vétérinaire, je m'intéressais dans un premier lieu à la santé animale, mais particulièrement aux zoonoses, donc aux agents infectieux qui peuvent être transmis des animaux jusqu'aux humains ou vice-versa. On oublie souvent le vice-versa. Donc, cette reconnaissance de l'interdépendance entre les santé animales, humaines et des écosystèmes, c'était au cœur de mes travaux à prime abord. Donc, j'ai travaillé sur différentes zoonoses où est-ce que, au départ, on essaie de regarder la distribution de ces zoonoses-là dans des populations animales, dans la population humaine, d'essayer de mettre en œuvre des manières, finalement, des moyens, des stratégies de mieux les prévenir. Donc, assez focusé sur certains de ces secteurs-là. Un de mes grands sujets actuellement, c'est les maladies transmises par les tiques. Donc, comment on peut mieux prévenir ces maladies-là? Donc, vous allez voir, peut-être si on peut mettre aussi la diapo. J'ai travaillé pendant plusieurs années, d'abord, assez de façon sectorielle sur cet enjeu-là. Donc, comment on peut... Donc, la maladie de Lyme, d'abord, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie vectorielle, donc qui se transmet par une piqûre de tique à l'humain. Par contre, le réservoir de l'agent infectieux qui crée cette maladie-là, c'est un animal. C'est les petits rongeurs sauvages qui vivent dans nos forêts, dans nos environnements, tout ça. Donc, la tique que vous voyez aussi, si jamais vous avez jamais vu une tique en gros plan, c'est aujourd'hui que ça se passe avec ses 8 petites pattes. Donc, ça, c'était le sujet qui intéressait notre laboratoire, notre équipe de recherche depuis longtemps. Comment on peut mieux prévenir, finalement, la transmission de cette maladie-là à l'humain, aussi aux animaux de compagnie, parce que cette maladie peut aussi affecter les chiens notamment et d'autres espèces. Par contre, on a, en discutant, donc un des endroits finalement où les gens vont s'exposer au Québec, c'est vraiment nos parcs nature périurbains, nos environnements où on va aller s'exposer. C'est un lieu d'exposition fréquent pour nous, nos animaux de compagnie. Et quand on commence à parler avec nos partenaires, on finit par se rendre compte que dans ces parcs nature périurbains, il y a d'autres problématiques, notamment une perte de biodiversité, une perte d'intégrité écologique qui est quand même de plus en plus importante. Et pourquoi elle arrive, cette perte d'intégrité écologique, cette perte de biodiversité? C'est parce qu'on vit des problématiques que nous-mêmes, on a créées comme humains. La fragmentation des milieux. Donc, on a fragmenté nos parcs. C'est des petites îles vertes, finalement, qui continuent à perdurer dans le temps. Donc, nous, on peut les fréquenter, mais les populations d'animaux sauvages qui vivent sont confinées dans ces espaces-là également. Donc, les cerfs de Virginie, notamment, se retrouvent coincés là, plus de prédateurs en grande quantité. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Un cerf, bien, ça broute. Ça fait du surbroutage. Et sur ce que vous voyez à l'image de gauche, c'est d'un côté et de l'autre d'une clôture qui définit un endroit où les cerfs n'ont pas accès. Donc, à gauche de la clôture, vous voyez encore la régénération de la forêt au sol, alors qu'à droite, on voit que la forêt a été complètement broutée. On parle de surbroutage et cette forêt-là est en train de mourir. Son écosystème est en décrépitude et puis ça ne peut pas perdurer dans le temps. Donc, pourquoi je vous parle de cerfs, d'intégrité écologique? C'est que les cerfs sont aussi les autres principaux de ces tiques adultes. Et une surabondance de cerfs crée aussi une abondance de tiques dans des environnements. Donc, en réalisant ça, en parlant avec nos partenaires, ceux qui gèrent les parcs, ceux qui gèrent la santé, ceux qui le ministère de la Faune et à différents niveaux de gouvernement, on a décidé de changer notre approche puis d'aborder la problématique de la prévention d'une autre façon en intégrant la protection, la promotion, la prévention de la santé de l'écosystème dans ces parcs-là avec la prévention de la santé des humains qui la visitent. Et donc, ça a créé notre projet Parc en santé qui vise vraiment à trouver des stratégies d'intervention plus durables, finalement, pour faire ce rééquilibrage. On en parlait juste à l'introduction, entre la santé des humains et la santé des écosystèmes. Mais ça t'a pas mal sorti de la faculté de médecine vétérinaire, ça. Oui, ce projet-là a été co-construit, là, je tiens à le dire, sur 2 années complètes par des ateliers de discussion avec plusieurs partenaires là, de différents secteurs, tant de la santé, de l'environnement, en santé animale, mais des chercheurs également en sciences sociales, parce qu'on parle ici de changer des façons de faire, changer des comportements humains aussi, puis tout le monde doit vraiment être mis à contribution dans un projet comme ça.
Super, merci beaucoup, Cécile. Je me tourne vers Malek Battal, Bonjour. qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la nutrition et les inégalités de santé, professeur titulaire du département de nutrition à la Faculté de médecine et à l'École de santé publique, et directeur du Centre de collaboration de l'Organisation mondiale de la santé sur les changements nutritionnels et le développement. Alors, je prends le temps de souffler, mais je te demande dans tout ça, c'est quoi, pourquoi l'approche Une seule santé, ça s'incarne dans tous les rôles que tu as. Comment ça se vit? Ouais. J'ai commencé par un peu d'histoire ancienne. C'est bon, Quand ça? j'étais C'est étudiant bon? au doctorat. Mon premier projet, donc, sur lequel j'avais fait mes études doctorales, c'était au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest pour travailler sur les aliments traditionnels et leur impact sur la santé humaine, mais aussi les déterminants sociaux, culturels de la consommation de ces aliments-là. Et très vite, je me suis rendu compte que la santé humaine dépendait de la santé des animaux qui étaient consommés, qui étaient des aliments traditionnels, et que la santé des animaux dépendait de l'environnement et de sa santé. C'est-à-dire que, en fait, les gens avaient des obstacles à l'accès parce qu'on avait des craintes légitimes par rapport à la contamination. Donc, surtout dans le Nord, où il y a une accumulation des contaminants, tu me corrigeras. On parle aussi de choses historiques. Quand on a ouvert l'autoroute de l'Alaska, l'Alaska Highway, on a défriché avec de l'agent orange, on a causé donc des situations de contamination qui sont très présentes et qui ont fait en sorte que les gens n'avaient plus accès à une alimentation saine à travers les aliments traditionnels. Nous, ce qu'on faisait à l'époque, on étudiait les bénéfices et les risques, et on trouvait que malgré la contamination, les bénéfices étaient encore là par rapport à la consommation d'aliments traditionnels, si on la compare à la consommation de l'alimentation moderne, intensive, qui leur arrivait en tant que junk food, en fait, de malbouffe. Et donc, je dirais, je suis tombé très tôt dans la marmite d'une seule santé, parce que pour moi, c'était clairement une seule santé. C'était la santé de tous, ensemble. La santé des humains, leur santé culturelle aussi, et émotionnelle, parce qu'il y a un attachement qui est très important aux aliments traditionnels, qui était menacé par la santé qui était chancelante de ces animaux qui n'arrivaient pas à trouver une alimentation de qualité, qui étaient eux aussi contaminés, et donc était en lien avec la contamination du territoire, qui était causée donc de manière plus locale, mais aussi mondiale, parce qu'il y a avec les courants qui vont vers le nord, que ce soit marins ou avec le vent, tout s'accumule un peu dans notre Arctique. Donc ça, c'était la première expérience qui m'a dit tout de suite que c'était une question d'une seule santé. Et par la suite, mon premier projet comme chercheur indépendant, quand j'avais terminé mes études, c'était de travailler sur les plantes sauvages et leur potentiel dans le ralentissement de la transition nutritionnelle dans un contexte libanais, moyen-oriental à l'époque. Comment est-ce qu'on peut promouvoir une alimentation traditionnelle basée, entre autres, sur les plantes sauvages pour faire en sorte que cette augmentation très importante de diabète et de maladies cardiovasculaires qui étaient en lien direct avec l'alimentation pouvait être ralentie en revenant vers une alimentation plus traditionnelle. Mais le catch là-dedans, c'est qu'on ne peut pas promouvoir des plantes sauvages si on n'a plus de sauvages, si on n'a plus de nature, si on a une urbanisation qui est galopante, si on a une destruction de l'environnement. Et donc, c'est encore une fois une question d'une seule santé. Donc, à l'époque, quand j'avais commencé ce projet, il était financé par le CRDI sous le label, si tu veux, biodiversité. Et après, j'ai dû les convaincre que c'était aussi un projet éco-santé, parce qu'ils avaient changé de programme, puis là, c'était éco-santé, puis ils disaient non, éco-santé, ça n'a rien à voir avec la nutrition. Éco-santé, à l'époque, c'était comment étudier la malaria avec les marécages, etc. Ça, c'était de l'éco-santé. Et là, moi, je leur disais, mais oui, mais ce que je viens de décrire, c'est aussi éco-santé qui était à l'époque. Donc, un peu le mot qu'on utilisait pour maintenant dire une seule santé, parce que c'est aussi la santé de l'environnement
et la santé des animaux. Moi, j'aime pas trop différencier entre les termes parce que je trouve que c'est une seule santé, donc une terminologie qui rassemble, ce serait la meilleure chose à faire. Et donc, voilà, ça a continué. Depuis, c'est sur ça que je travaille. Donc maintenant, quand je travaille, que ce soit en Équateur, au Guatemala, sur l'agroécologie et la nutrition, ben, c'est aussi parce que les personnes qui ne sont pas en agroécologie sont en train de souffrir des effets des pesticides qu'ils utilisent eux-mêmes, donc dans leur quotidien comme agriculteurs, mais aussi dans ce qui reste, les déchets, la contamination des sols, la contamination des eaux. Donc, on ne peut pas parler d'alimentation en faisant fi en fait, de ce qui vient avant, de la production, de la transformation. Donc, quand on regarde un peu notre système alimentaire actuel, et ça, ce qui m'anime aussi, c'est que on est en train de continuer à promouvoir un système qui n'est pas durable, qui n'est pas écologiquement durable et qui n'est pas non plus durable du point de vue de la santé des humains, de la santé des animaux ou même de leur bien-être, quand on est en parlant d'élevage intensif, etc. Et de l'impact très réel sur l'environnement, donc que ce soit, je ne sais pas, la déforestation, pour pouvoir élever pour l'élevage bovin, ou bien la déforestation pour avoir les palmiers pour pouvoir produire de l'huile végétale pas chère. Donc tout ça, ça reste un peu ce qui anime. Donc, avec toute cette interconnexion, à quelque part, c'est toujours une approche un peu plus holistique que de prendre juste un facteur, l'isoler, puis l'utiliser pour l'étudier d'une manière qui est désincarnée de son environnement. Tout à fait. Mais à la fois, ta programmation de recherche, elle est très multifacétaire, on va dire, mais la manière dont tu fais ta recherche aussi. Quand tu travailles, c'est toujours en partenariat avec les communautés. Il me semble que tu m'as déjà dit tu as appris beaucoup aussi du lien avec les différentes communautés avec lesquelles tu as travaillé. Tout à fait. On vient d'en parler, en fait. C'est-à-dire que je vais donner un exemple. On a récemment, il y a quelques temps quand même, fini un projet avec la nation Okanagan en Colombie-Britannique. C'était 7 communautés au Canada, 1 communauté aux États-Unis. On a travaillé avec 3 de ces 8 communautés-là. Et là, ce qui est arrivé, ça c'est une belle histoire parce que les communautés ont réussi à ramener le saumon sur le territoire. Comment ils ont fait? Ils ont démoli des barrages, ils ont renaturalisé des canaux. Donc ça c'est un travail sur l'environnement qui a permis à la santé des animaux de revenir, donc les espèces, la santé des espèces, le saumon est revenu, ce qui a mené à une plus grande diversité alimentaire avec un retour vers leur alimentation traditionnelle, mais aussi un regain de fierté et de santé mentale et culturelle, un renforcement de cette santé communautaire-là qui était presque impossible à mesurer, mais qui était présent. On leur a posé ces questions-là, puis on a vu qu'il y avait une sécurité alimentaire culturelle qui s'était installée avec le retour du saumon, parce que pour eux, c'était un ami qui était revenu. Donc, oui, on apprend plein de choses. Récemment, je te disais, j'étais à Haida Gwaii où l'importance ce qu'ils appellent les supernaturals, qui les accompagnent dans leur regain de... c'est mal dit de dire le contrôle, mais l'aide qu'ils peuvent donner à l'environnement pour leur fournir les aliments. Dans ce cas-là, c'était beaucoup le poisson et les cerfs, en fait, aussi. Parce que là, ça, c'était un animal introduit sur les îles. Mais ils en profitent pour avoir une alimentation plus équilibrée. Et c'est vraiment une tache de lumière dans un tableau très sombre quand il s'agit des Autochtones au Canada, malheureusement. Donc, on en prend soin de cette tache de lumière. Merci beaucoup, Malek. Je me tourne maintenant vers Yann Kestens, qui est professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique. Yann a un bagage qui combine l'aménagement du territoire et l'épidémiologie spatiale. Il s'intéresse à des thématiques variées qui couvrent la mobilité active, l'exposition aux risques, l'accessibilité aux ressources, le rôle des environnements alimentaires, le vieillissement et la santé mentale.
Ouais, quand même, vous deux, là, on peut dire qu'hier, vous en menez large. Alors, Yann, une seule santé pour toi, ça veut dire quoi? Puis ça s'est exprimé comment dans ta programmation de recherche? Oui, c'est une bonne question et j'ai quelques diapositives qui vont passer, qui montrent un petit peu des images en fait de la ville de Montréal et aussi pour nous rappeler un peu que la ville, c'est un milieu en transformation. C'est un milieu qui évolue, qui change. Et des fois, on a un peu tendance à oublier, quand on vit dans nos quartiers, que les aménagements qu'on crée et dans lesquels on vit sont le résultat aussi de choix, de décisions collectives. Et je vous invite à réfléchir au lien qu'il peut y avoir entre ces images et une seule santé. Donc moi, ma programmation de recherche, c'est plutôt sur les dynamiques urbaines, la transformation urbaine, comment ces transformations, d'une part, ont lieu, mais comment ces transformations, bien sûr, ont un impact sur les santé, la santé, une seule santé, la santé des humains, bien sûr, mais aussi des animaux, des écosystèmes. Et donc, c'est cette vision systémique qui nous semble intéressante. Bien sûr, un milieu urbain, c'est un milieu complexe avec de nombreux facteurs qui interagissent. Et c'est à travers cette prise en compte de la complexité, de la vision systémique, qu'on peut commencer à réfléchir ensemble. Et bien sûr, ça prend des expertises et très variées, des actions intersectorielles. Il y a bien sûr rattaché à ça une tradition, on va dire, à la fois de géographe. Moi, j'ai une formation à l'origine en géographie et aménagement. D'ailleurs, tu m'as rappelé là que pour ma maîtrise, j'avais travaillé sur la déforestation au Vietnam aussi et sur ces liens entre environnement et santé déjà. Mais il y a une tradition importante. On pense à John Snow, par exemple, qui a utilisé l'analyse spatiale pour identifier la pompe de la Broadway Street pour mettre fin à l'épidémie de choléra en 1850 à Londres. On peut penser à Jacob Riis aussi, ou une certaine tradition d'analyse sur les inégalités sociales, par exemple à la fin du 19e à Londres ou à New York ou à Londres, où en fait l'observation des environnements délétères et leurs effets sur la santé ont permis des interventions sur le cadre bâti, sur les normes de bâtiments, etc., qui ont contribué à améliorer la santé. On s'inscrit aussi dans une tradition de promotion de la santé, avec la Charte d'Ottawa en 86, qui était un document important et qui nous a amené à repenser la santé dans un contexte à la fois du rôle des environnements, mais aussi de consolidation de communautés. Et donc, j'amène aussi là l'idée de participation et d'outillage méthodologique. Aujourd'hui, bien sûr, on l'a évoqué, on est dans un monde de plus en plus complexe qui nous amène à penser de manière systémique et d'intégrer une seule santé dans notre vision. Ça nous amène aussi à développer et à profiter peut-être de certains outils qui sont assez intéressants à la fois en termes de géomatique, par exemple. Donc, aujourd'hui, on est capable de spatialiser, d'avoir des bases de données spatiales qui permettent de faire des liens très intéressants entre ces facteurs et à travers des modèles de systèmes complexes, notamment les diagrammes causaux en boucle, par exemple, qui permettent de capter comment on pense au moins comprendre ces systèmes complexes et d'identifier des leviers d'intervention sur ces systèmes-là. Voilà, donc ça, c'est un peu ma manière de contribuer à ces enjeux-là, en arrivant surtout sur la vision des environnements et de la santé urbaine, qui est effectivement un système complexe. Et puis, je rajouterais peut-être un élément important, c'est cette notion d'échelle aussi. Alors, en tant que géographe, on pense souvent en termes d'échelle. C'est pas seulement la ville et ses quartiers, mais c'est aussi la ville, les milieux suburbains et ruraux. Et donc, c'est ces notions d'échelle aussi qui jouent sur une santé planétaire aussi, éventuellement. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Yann. Je me tourne maintenant vers Sébastien, que je vous ai à demi présenté. Sébastien Sauvé, qui était citoyen recherche du temps où il m'a parlé des masques et qui est toujours professeur titulaire au département de chimie à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Vous l'avez vu sûrement, puisqu'il est très présent dans les médias, dans les journaux, à découverte, parce qu'avec son équipe, il mène des travaux sur les contaminants d'intérêt émergents dans l'environnement, comme les PFAS, les pesticides, qui sont préoccupants pour leur potentiel de nuire à la santé humaine, à l'écosystème, les algues bleues, le plomb, et j'en passe et des meilleurs. Sébastien, pourquoi une seule santé, d'autant que tu viens vraiment pas d'un vecteur
santé, mais d'un volet qui était plus environnement. Comment on réconcilie tout ça ensemble dans une pensée holistique? Comment tu te places là-dedans? Il n'y a pas de conflit dans tout ça. Là, pour moi, je dirais que l'approche, elle est très pluridisciplinaire. Moi, j'ai une formation d'agronome, donc à la base, j'étais agronome. C'est vraiment génial. Hein? Un géographe qui travaille en santé publique, un agronome qui est au département de chimie. Je trouve ça génial. Là. C'est un peu ça l'Université de Montréal aussi. Hein? C'est de permettre de prendre les chemins les plus appropriés pour faire donner le meilleur de nous-mêmes, non? Absolument. Puis c'est aussi ce qu'on essaye de transférer à nos étudiants, puis de leur dire, vous ne savez pas où vous allez être dans 10 ou 20 ans. Il n'y a pas personne qui va peut-être utiliser certains des éléments que vous apprenez, mais vous allez être quelque part que vous anticipez pas. Et donc, oui, moi, je voulais faire la recherche, mais je n'aurais pas pensé au bac que je finirais prof de chimie à parler d'une seule santé. C'était pas dans ma vision, mais l'exemple le plus concret que je réfléchissais, j'écoutais tout le monde. Il y a une dizaine d'années, j'ai contacté Yann pour faire un projet sur la pollution en milieu urbain. On a essayé de travailler sur une demande de subvention. La semaine dernière, j'ai une rencontre Zoom pour voir quelles seraient les options de traitement des tiques pour éliminer les tiques avec l'équipe de ma collègue. Je travaille sur les PFAS qui contaminent les Inuits, la nourriture des Inuits et tous les enjeux qui vont avec. Et les PFAS causent le cancer du rein, c'est qu'il y avait peut-être un lien à faire avec notre viscératrice. Donc, je ne travaille pas avec, mais je la fais travailler un peu à travers tout ça. Donc, pour moi, ces interconnexions-là sont critiques et on discutait tantôt, là, je pense que les gros problèmes de société peuvent pas se régler dans un silo disciplinaire. Puis si j'ai ma diapo, je vais vous donner un exemple de chauve-souris. Et donc, l'exemple de chauve-souris, pour moi, puis je remercie Jacques qui m'a fait suivre cette étude. Pour moi, c'était comme un exemple flagrant d'une seule santé, puis de comment ça fonctionne. Les chauves-souris mangent à peu près 40% de leur poids d'insectes dans une nuit. Donc, c'est un contrôle des insectes phénoménal. La maladie du museau blanc, champignon qui nous arrive d'Europe, d'Asie, qui affecte nos chauves-souris, a été évaluée aux États-Unis comté par comté. Et donc, le service de la faune américain voyait dans quel comté ça arrivait. Et il y a un chercheur, Frank, qui a publié ça cette année, qui a calculé la surconsommation de pesticides par les agriculteurs, comté par comté, parce qu'il n'y avait plus de chauves-souris pour contrôler les insectes, ils étaient obligés de consommer plus d'insectes. Ensuite, en faisant les comparaisons comté par comté avec les comtés où c'était arrivé, ça où c'était pas encore arrivé, en corrigeant pour tout ce qu'ils pouvaient, la mortalité infantile augmente de 8%. Donc là, on a un champignon arrivé d'ailleurs qui affecte les chauves-souris, on utilise plus de pesticides, puis on a des enfants qui meurent à cause de ça. Donc pour moi, c'était cette espèce de connexion un peu étrange, mais qui est à la base de qu'est-ce que c'est une seule santé, et que si tu prends juste un bout ou si tu as un spectre unique, tu verras jamais que tout ça c'est interrelié. Bon, je travaille beaucoup sur les PFAS, et puis les PFAS, on en utilise dans notre quotidien, on en utilise partout, mais ils se ramassent. Il y en a dans l'eau, là, je fais une exception, je bois de l'eau qui a un peu de PFAS. Il y en a dans la nourriture, il y en a dans nos vêtements, il y en a partout. Donc, c'est un enjeu aussi, de par nos choix de société, on se contamine. Vous m'avez tous les quatre parlé de vos projets de recherche, puis c'est vraiment génial aussi de voir jusqu'à quel point ça vous a amené de, comme tu viens de le souligner, un, sortir des sentiers battus, puis deux, amener à des endroits où tu ne pensais pas nécessairement aller quand tu étais jeune, puis c'est bien correct, ça. Et c'est probablement hyper important aussi comme une espèce d'espace de liberté pour nos étudiants, parce qu'à quelque part, c'est aussi un message à leur donner, à nos étudiants, à les appuyer dans le fait que cette ouverture interdisciplinaire va t'amener à explorer potentiellement des hypothèses que vous n'auriez pas pensé aborder, puis avec un impact qui peut être
d'autant plus grand parce que personne d'autre a pensé à aller sur ce chemin de traverse-là. Puis, des fois, on voit la recherche puis l'enseignement comme deux choses vraiment différentes, mais je sais que vous quatre, vous pensez pas ça, moi non plus, mais plutôt comme vraiment les deux faces d'une même pièce. Puis certains d'entre vous, sinon vous tous, vous êtes impliqués aussi dans le projet de formation Une seule santé. Fait que pourquoi c'est hyper important qu'il y ait un volet formation, Une seule santé, pas juste un volet recherche, là? En quoi ça vous parle, ça? Je peux commencer. Pour nous, j'ai donné, moi, l'exemple du projet Parc en santé, donc qui s'intéresse à développer des nouvelles façons de faire, vraiment à l'interface de la santé, de l'écosystème, de la santé humaine. Il faut travailler en partenariat, il faut travailler dans la transdisciplinarité avec différents partenaires du milieu académique, non académique. Puis faire ces recherches-là nécessite vraiment de changer nos façons, les façons avec lesquelles on a appris à faire de la recherche aussi dans nos secteurs académiques particuliers. Et puis, il y a des étudiants dans la salle, j'en ai vu quelques-uns, je suis sûre, qui seraient d'accord avec moi pour dire qu'on n'apprend pas nécessairement ça dans nos facultés. Et le monde académique, quand on parle d'une seule santé, doit briser ces silos-là sectoriels. Le monde académique n'est pas une exception à ça, hein. On est structuré en silos et la grande majorité de nos programmes sont aussi ancrés dans ces silos-là disciplinaires. Mais comment on fait pour développer des programmes de formation qui vont donner à nos étudiants, à la future génération, les outils pour travailler dans cette transdisciplinarité-là, avec cette pensée-là systémique? Donc, ça ne veut pas dire de faire s'écrouler ces silos-là. On a besoin des spécialistes dans chacun des domaines, mais on a besoin de former aussi des étudiants, des futurs leaders qui vont être capables de construire des ponts entre ces silos-là, qui vont connaître l'architecture de ces ponts-là, qui vont être capables de guider les gens spécialistes d'un silo à l'autre pour pouvoir naviguer dans une structure qui est devenue totalement interconnectée et complexe pour résoudre justement ces problématiques-là. Donc, on a vraiment besoin de repenser, puis c'est ça qu'on fait avec aussi le groupe qui travaille sur le développement des nouveaux programmes de formation à Une seule santé à l'Université de Montréal, c'est essayer vraiment d'identifier quelles sont les compétences qu'on doit acquérir pour vraiment faire mieux avec tout ce dont on parle depuis le début, la collaboration, la pensée systémique, la transdisciplinarité, une transdisciplinarité inclusive, hein. On veut former des leaders, mais on veut former des leaders collaboratifs. Parce que, écoute, c'est hyper clair. Merci beaucoup, Cécile. Puis c'est drôle, j'aimerais ça aussi, Yann, Sébastien, parce que vous incarnez par votre profil des géographe, santé publique, agronome, chimiste. Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme formation, un peu comme ce que Cécile décrit, là, parce que on l'avait pas, la formation Une seule santé, là, dans le temps où vous avez fait votre formation. Là, qu'est-ce que ça aurait donné comme valeur ajoutée? Puis, on ose espérer qu'on améliore l'environnement dans lequel on est. Là, comment on va donner quelque chose aux étudiants qui va les outiller pour avoir encore plus d'impact? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des disciplines qui intrinsèquement sont déjà relativement interdisciplinaires. La santé publique, par exemple, quand même, la promotion de la santé, on parle de la santé dans toutes les politiques. Donc, il y a quand même une certaine vision de transversalité donc, je pense que ça, c'est déjà un terreau fertile pour peut-être développer sur cette base-là des programmes qui vont chercher d'autres expertises. Je dirais qu'en géographie, c'est un peu pareil. C'est quand même une discipline assez diversifiée entre la géographie humaine, géographie physique. On s'intéresse à l'ensemble des sciences de la Terre, donc c'est assez diversifié, de la climatologie, dendrochronologie, à la géomorphologie, etc., aux sciences humaines. Donc, je pense qu'il y a ces disciplines-là qui sont peut-être positionner de manière avantageuse. L'aménagement du territoire, c'est aussi une discipline qui est assez rassembleuse, je dirais, qui sont peut-être positionnées de manière avantageuse pour justement créer encore plus cette synergie avec des disciplines qui ont peut-être une tradition un petit peu plus de travailler en silo et qu'on peut aller chercher. Ceci dit, je pense que aujourd'hui, on se répète un petit peu, mais avec la complexification du monde et dans une vision systémique, on n'a tout simplement pas le choix. Donc, c'est effectivement de créer des structures et des programmes de formation et des initiatives comme Une seule santé à l'Université de Montréal qui vont favoriser
voilà, la réalisation et la création de ces programmes qui, à mon avis, sont très intéressants aussi pour les étudiants. Les étudiants souvent demandent ce genre de formation. Et, voilà. Mais je comprends que ces programmes-là, ils sont importants. Ils n'étaient peut-être pas existants dans le temps, mais c'est pas si facile à faire, là, quelque part. Je m'enorgueillis du fait qu'on est la seule université au Canada où il y aura un programme Une seule santé. Pourquoi c'est si difficile à faire? C'est quoi les défis autour d'une seule santé? Puis là, je parle recherche et formation, là. Je suis hyper contente là, qu'on réussisse à le faire ici. Puis on a mis beaucoup d'emphase sur la collaboration, l'ouverture, l'interdisciplinarité, là. Mais il y a quand même des défis là, qui sont associés à ça. Comment on peut outiller nos étudiants pour que ces défis-là, ils les relèvent avec plus d'aplomb que nous, peut-être? Peut-être si je saute. J'ai eu une formation d'agronome qui ressemble un petit peu à ce que Yann, qui a déjà une sensibilité à la pluridisciplinarité. Maintenant, je suis prof de chimie. Ouais. Et je dirais que les chimistes, c'est pas les plus pluridisciplinaires, c'est pas la vision la plus claire. Là, c'est pas. Y a-t-il des chimistes dans la salle? Donc, c'est pas inné. Et donc, mais je pense que autant que d'avoir des créneaux, des cours, des initiatives qui englobent une seule santé de plein pied, il faut aussi que ce soit un peu viral et que cette approche-là s'immisce et rentre dans plein d'autres trucs. Et donc, plus que je fais, moi, en chimie, dans les cours que je donne, où je vais sans qu'ils s'en rendent compte, je vais l'intégrer dans ce que je fais, dans mes cours, dans la vision de ce qu'il faut faire. Et donc, je pense qu'il faut avoir des espèces de flagship en bon latin ou d'avoir ces initiatives phares, mais il faut aussi que ça percole partout. Et je pense qu'il faut faire les deux. Je vais rajouter Malek, par rapport à ça, parce que nutrition est un bon exemple où on est dans la faculté de médecine, on travaille sur l'alimentation, mais on ne peut pas faire fi de ce qui vient avant et ce qui vient après. Donc, on peut pas. On avait historiquement tendance à voir la nutrition comme étant un choix personnel qui menait qui avait des répercussions sur la santé. Donc, on comprenait un peu ce qui se passait au niveau de la santé. On comprenait beaucoup ce qui se passait au niveau de l'ingestion, puis de la digestion, puis de tout ça. Mais là, on ne peut pas ne pas s'intéresser à d'où provient l'alimentation, quel est son impact sur l'environnement, quel est l'impact de notre gaspillage alimentaire, de nos déchets alimentaires, de nos emballages, et quel est le rôle de ces emballages dans la contamination de notre alimentation. Et quels sont en fait aussi, c'est quoi l'économie de l'alimentation? Moi, j'aimerais avoir eu une formation en économie pour comprendre davantage, pour qu'on ne nous raconte pas des histoires et qu'on nous dise, voilà, l'économie, c'est comme ça, puis vous faites avec. J'aimerais aussi comprendre le côté social, culturel, les dimensions de santé mentale, maintenant avec les questions d'insécurité alimentaire qui nous frappent dans le visage. Je viens de faire les calculs pour une des communautés où on travaille, c'est 85% de la population qui est en insécurité alimentaire, dont 20% en insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire 20% de la population qui ne mange pas tous les jours ou qui saute des repas, etc. Ça, c'est dans des communautés autochtones, mais dans le reste du Québec, c'est aussi 15-20% de familles qui n'ont pas assez de... Donc ça, c'est un problème de nutrition, ça. Parce que si on n'a pas accès à l'alimentation, qu'on connaisse toute la science de l'alimentation, de la nutrition, ça ne suffit pas. Et je pense que ça a aussi des répercussions sur la médecine, sur ce que vous pouvez... prescrire quand vous avez devant vous quelqu'un qui souffre de maladies qui sont en lien avec l'alimentation. On pense au diabète qui est complètement en lien avec notre système alimentaire actuel où les ultra-transformés sont très importants, sont très disponibles, sont peu chers et qui fait en sorte que ces maladies sont en croissance avec des problématiques rénales, par exemple, dans le cas du diabète. Donc, ça aussi, c'est une seule santé. Et c'est en lien aussi avec des dimensions d'intérêts commerciaux, d'industrie, de lobby. Donc, tout ça, il faudrait qu'on le comprenne aussi, que nos étudiants arrivent à comprendre tous ces enjeux-là
au-delà de la nutrition comme étant un corps, une science liée au corps humain, quoi. Ce qui était traditionnellement le cas. Maintenant, ce n'est plus le cas. Heureusement, on a une formation qui est beaucoup plus diversifiée, on a des stages. Et donc, c'est aussi prendre la complexité du monde et la ramener dans l'université pour que les prochains, pour que les citoyens, quoi, parce que les étudiants, c'est des citoyens, puissent composer avec cette complexité-là, avec une complexité de la pensée. Je vais peut-être, juste avant, ça me fait penser à quelque chose parce que tu parles d'économie. Je vais vous raconter une petite histoire récente parce qu'on était à Ottawa pour le congrès sur les politiques publiques canadiennes, bien sûr. On est allé présenter un petit forum sur une seule santé avec nos collègues de l'Université de Calgary, mais aussi avec l'Agence de santé publique du Canada et puis avec l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Il y avait plein de monde dans la salle. C'était un vendredi après-midi. Moi, je me dis, on va être 2, les 3 tondus. Pourquoi on était à Ottawa? La salle était pleine. Et là, qui est dans le fond de la salle? Preston Manning. J'avoue que j'étais surprise. Preston Manning. Et il a posé super bonne question. Il en a fait poser par d'autres personnes qui étaient assises à côté de lui. Mais dont des questions, puis ça revient un peu à ce que tu dis, d'économie. Et de l'économie dans la durée au niveau d'une seule santé, quelles sont les forces économiques qui ne permettent pas une seule santé, mais quel est l'avantage économique aussi d'avoir des politiques englobantes qui pourraient peut-être faire épargner plusieurs coûts de santé. Et tu as tout à fait raison. Tous les patients que je vois le jeudi matin, quand je mets mon stéthoscope, j'oublie mon rôle de vice-rectrice, là, tous mes patients ont des syndromes métaboliques qui sont issus d'habitudes de vie et d'habitudes alimentaires. Il n'y en a pas un qui n'a pas ça et donc qui n'a pas eu un impact sur sa santé rénale puis son espérance de vie. Absolument. Fait qu'au niveau économie, ça, est-ce que ça vous sonne une cloche? Est-ce que, tu le mentionnais, est-ce qu'il y a d'autres collaborateurs qu'on voudrait avoir là, dans notre grande perspective, une seule santé, pour ouvrir des facettes, des portes là, qu'on n'a pas pu ouvrir encore? Oui, bien, sur le point de l'économie puis de montrer la valeur ajoutée, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé dans différents niveaux de gouvernance, là, de démontrer la valeur ajoutée, d'adopter cette approche-là, une seule santé. Puis vous serez quand même surpris d'apprendre qu'il y a quand même pas mal d'études qui se sont données le défi de le faire et qui ont quand même bien réussi là, à documenter la valeur ajoutée d'un point de vue financier, mais aussi des valeurs ajoutées sur d'autres éléments plus intangibles, notamment la compréhension et la capacité transformative de changer un système. Puis j'aimerais refaire le point parce que ce que vous venez d'écrire avec vos histoires, Malek et toi, c'est vraiment ça, la pensée systémique, de replacer finalement un problème dans son contexte plus large. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à faire quand on a étudié. Si moi, j'ai étudié en médecine vétérinaire, soit je deviens praticienne ou si je suis recrutée au ministère de l'Agriculture, mon mandat, c'est la santé animale. Et donc, c'est très difficile pour moi, après, de collaborer avec le ministère de la Santé ou le ministère de l'Environnement parce que mon mandat, dans ma tête, demeure la santé animale. J'ai de la difficulté à comprendre les connexions entre les autres secteurs. Et c'est exactement ça que le défi, que l'approche d'une seule santé cherche à faire, c'est de rectifier le tir et pas de renoncer à sa discipline, mais plutôt de former aussi une relève qui va être capable de comprendre sa place, la place de sa discipline dans comment on transforme ces problèmes qui sont complexes dans un système qui est complexe. Ah, OK, moi, je me situe ici, je comprends le langage de ma collègue qui se situe de l'économiste qui, lui, doit protéger l'économie de notre pays, etc. Donc, on est capable de s'entendre sur des objectifs quand même communs et donc d'agir et d'avancer versus d'être dans l'immobilisme, parce que des fois, la complexité de ces problématiques-là, on a envie de ne plus rien faire parce qu'on ne sait plus par quel bout prendre le problème. Donc, oui, d'une part, montrer la valeur ajoutée économique, je pense que c'est absolument nécessaire de continuer à la documenter et on la documente plutôt bien dans les études récentes. Mais d'un autre côté aussi, de vraiment favoriser cette pensée-là systémique dans la relève. C'est ça, on parlait de défis. Pour moi, je pense que c'est un des principaux défis, de développer ça puis de casser un petit peu ce problème, que chacun reste ancré dans sa discipline, dans son mandat, dans son secteur, finalement.
D'autres défis? Ben, oui, mais dans ce que, de ce que Cécile disait, il y a vraiment un enjeu aussi dans le dialogue, dans bien comprendre. C'est pas simple de bien se comprendre. C'est un des gros défis. Puis c'est quelque chose qu'on aurait pu mieux apprendre à l'école, là. C'est comment dialoguer, puis comment être vigilant, qu'on pourrait utiliser les mêmes mots pour vouloir dire quelque chose de complètement différent. Puis là, on va avoir un dialogue de sourds. Et donc il faut apprendre cette espèce de vigilance d'un dialogue qui est pas toujours clair, même souvent plus sombre qu'on pense parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots pour les mêmes choses. Je suis bien d'accord avec cette approche systémique et c'est peut-être une clé intéressante en termes de formation d'offrir des cours de ne pas avoir peur en fait, parce que c'est sûr que les systèmes complexes, ça fait un peu peur, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ça. Mais il y a quand même toute une base théorique qui est intéressante au niveau de la pensée systémique. Donc, il y a des assises philosophiques qui sont très intéressantes à apprendre, mais il y a aussi des méthodes très concrètes, participatives, qui permettent d'appréhender la complexité. Juste un exemple, dans le cadre de nos travaux, donc on s'intéresse aux interventions et de leurs impacts sur la santé. Une des interventions qui nous intéressait, c'était l'installation ou le développement du réseau cyclable à Montréal. On a vu que ces dernières années, il y a eu quand même des efforts importants, avec des bienfaits et des bénéfices importants en termes d'activité physique et aussi d'équité, mais aussi des effets inattendus sur notamment la gentrification. Et là, on a commencé à s'interroger aussi et à regarder l'objet d'un autre œil à travers la gentrification. Et on a commencé à explorer le système complexe de la gentrification. Donc, si on met la gentrification au cœur de notre compréhension du monde, on va dire, quelles sont les causes qui amènent à la gentrification? On est allé chercher des gens qui étaient des experts, notamment en verdissement, parce qu'il y a tout un courant de littérature sur la gentrification verte. Donc, quand on verdit un quartier qui est défavorisé ou qui a été sous-investi historiquement, on peut aussi générer de la gentrification, et la gentrification peut amener à un déplacement de population. Voilà, on est allé chercher des experts en logement aussi pour comprendre comment eux comprenaient la gentrification. Et au final, on a une quarantaine de facteurs qui sont interreliés. Et quand on regarde la carte de ce système complexe, tel que les gens le comprennent, c'est sûr que ça fait un petit peu peur. Il y a des flèches qui partent dans toutes les directions. Mais on est capable, avec des méthodes, notamment par des analyses par réseau de neurones, de simuler ce système et de commencer à réfléchir, à dire « Ah, tiens, telle boucle de rétroaction, si on intervient ici, comment ça se diffuse dans le système? Quel effet ça a ?» Et des fois, on a fait un atelier récemment à la Maison de l'Arbre sur cette thématique-là. Et l'objectif simulé, c'était de réduire la gentrification. Alors, les gens sont intervenus sur tout un ensemble de facteurs. On a modélisé là pendant l'atelier et on a regardé le résultat. Bon, le résultat, c'était moins 0,3% sur la gentrification. C'était pas terrible. Mais il y avait d'autres facteurs très importants en termes de cohésion sociale, par exemple, dans le quartier, en termes de bien-être, où les effets étaient assez importants. Donc ça, c'est intéressant parce que on commence à élargir un peu la focale et à se dire, mais il y a des co-bénéfices ou des effets délétères aussi qu'il faut pouvoir considérer. Donc c'est vrai que d'embrasser la complexité, je pense que c'est une étape intéressante, et incluant à travers des méthodes participatives qui sont finalement assez accessibles aussi, si on a les bons outils. Voilà. Alors, on va élargir la focale parce que si on souhaite avoir une approche collaborative large puis interactive, on souhaite aussi être en interaction avec le public. Alors, vous êtes quand même plusieurs à être présents ce soir. Donc, il y a des micros. Je crois qu'il y a des micros de chaque côté de la salle. Donc, si vous voulez poser des questions, nous lancer des défis, nous suggérer des nouvelles idées, c'est le temps. Donc, et pendant que vous décidez ou pas, on espère que vous allez vous décider à aller au micro, moi, je veux juste vous partager que quand je suis arrivée comme vice-rectrice, puis c'est encore très présent parfois dans certaines mouvances, où est-ce qu'on dit il faut
il faut cibler l'excellence, il faut choisir où est notre excellence, puis d'une certaine manière, il faut presque faire du cherry picking, puis protéger l'excellence du reste du monde. J'ai jamais voulu faire ça, jamais. Et puis, je suis de plus en plus convaincue, puis à vous entendre, vous m'avez donné plein de bons exemples, qu'en fait, notre défi actuellement, c'est de connecter l'ensemble de nos pôles d'excellence, puis de trouver une manière de se parler puis de se comprendre pour avoir un impact qui est plus important. C'est vrai dans le milieu universitaire, mais je garde nos amis de la Banque nationale, je regarde des partenaires industriels et puis tous les partenariats qu'on a au niveau des différents paliers de gouvernement, c'est exactement le même défi. C'est pas de trouver les meilleurs, c'est de connecter les meilleures équipes pour s'assurer de faire une course à relais puis de passer le relais de la manière la plus efficace possible. Et ça, je pense qu'on a besoin de toute votre intelligence collective pour réussir à le faire. Alors, des questions ou des commentaires? Bonsoir, j'ai une question. Merci beaucoup pour vos échanges. Je vais commencer. J'espère que d'autres personnes vont me suivre pour les questions. En fait, c'est très intéressant ce que vous amenez par rapport à de vraiment élargir la focale. Donc, qu'on prend un problème, de le regarder sur différents angles. Mais au jour le jour, moi, je suis pas chercheuse. Je suis pas étudiante non plus. J'aimerais savoir pour la personne au quotidien, comment est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes avoir ce genre de posture-là dans nos activités, dans nos actions au quotidien? Qui se lance? Excellente question. Un immense merci. J'aurais pas pensé. Elle est vraiment géniale. Cécile. Je peux commencer. Oui, merci beaucoup pour cette question-là parce que ça me fait aussi réaliser que j'ai parlé du projet Parc en santé, mais j'ai peu parlé du fait que dans ce projet-là, on a un très gros axe de sciences citoyennes. Et donc, les citoyens sont au cœur aussi du projet de recherche dans le sens où ils vont, oui, participer aux différentes étapes de la recherche, à la conception, à la réalisation, à l'interprétation aussi des données, mais ils sont aussi amenés à participer à des ateliers où est-ce on travaille avec eux en interaction pour qu'ils comprennent les liens, donc cette interdépendance entre la santé de l'écosystème du parc qu'ils fréquentent et leur propre santé. Je le dis comme ça, évidemment, c'est beaucoup plus concret que ça dans les ateliers qu'on va faire avec eux, pour les amener à faire cette réalisation dans le but de changer certains comportements individuels, justement. Donc, au niveau individuel, oui, tout à fait. Là, on parle de comportements pro-environnementaux dans les parcs, donc éviter certains comportements comme sortir des sentiers, qui peut aussi nuire à la biodiversité tout en vous mettant à risque de tomber à la rencontre d'une tique sur votre passage. Donc, on cherche